Bienvenue sur Cash et Vérité, la chaîne de Payco. Ici, on parle de business, de finance et surtout d'argent, sans filtre. Pas de success story enjolivée, pas de discours LinkedIn, juste des décisions réelles, des erreurs réelles et la vérité derrière l'entrepreneuriat. En Afrique, on nous apprend rarement l'argent, on ne nous apprend pas comment il fonctionne, ni comment il circule, ni comment il se construit. Ce podcast existe pour ça, pour partager les codes qu'on a dû apprendre seul, parfois dans la douleur. Aujourd'hui, je reçois un invité de marque, Haïté Ajavan, fondateur d'Africube, un homme qui a décidé d'attaquer un marché dominé par des multinationales. Haïté, bienvenue. Merci Teddy, bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, ce que je fais à chaque fois, c'est que je demande à ChatGPT ce que ChatGPT euh, sait de mes invités et de ce que je vois. D'abord, ChatGPT m'a dit qu'Haïté Ajavan, c'était un homme politique togolais qui s'est présenté C'est pas qui homme s'en- politique. qui s'est présenté aux élections présidentielles. Je me suis dit, Haïté me cache des choses. Non, Et après, en demandant, en parlant de Africube, il m'a dit que c'était le fondateur et dirigeant de la société derrière Africube, une marque de bouillons culinaires naturels et locaux conçus comme alternative aux bouillons industriels avec additifs. Il est togolais et ChatGPT marque et a créé Africube afin de valoriser les produits locaux, proposer une option alimentaire plus saine et encourager l'emploi sur place. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que dit ChatGPT sur toi? non, c'est un très bon résumé et je suis content qu'il ou elle, je sais pas, ait mis l'accent sur l'impact. Là, tu vois, là, elle a pas parlé d'argent, elle a pas parlé de business. Elle a vraiment parlé de la valorisation et d'alternatives saines de la santé. Donc ça, je suis très content. C'est assez rare, alors, c'est assez rare d'avoir des entrepreneurs qui s'attaquent à des gros, parce que souvent les gens ont peur des grosses multinationales. Mais avant de rentrer en fait dans le vif du sujet par rapport à ton business, cette émission s'appelle Cash et Vérité. On va partir tout au début dans ton enfance. Et la première question que j'avais pour toi, c'est dans quel cadre tu as grandi? Est-ce que tu as grandi dans un environnement où l'argent était rare, où l'argent était contrôlé, un environnement confortable? Dans quel environnement Haïti avant a grandi? Non, j'ai grandi. Alors, je suis né en France, hein, je suis né en Bretagne, mais tout de suite, je suis reparti au Togo, puisque ma mère, à l'époque, ma mère qui est blanche, qui est française, travaillait là-bas en tant que prof. Mon père aussi était prof. Mais tout de suite après, à mes 5 ans environ, on est reparti en France. Là, je suis resté seul avec ma mère et ma sœur. Et c'est là que j'ai grandi, donc avec une mère seul avec deux enfants. Donc c'était difficile, hein, dans un HLM en Bretagne. Et donc bah, elle a fait tout pour nous. Donc c'était pas facile, hein. J'ai pas du tout grandi dans le luxe ou quoi, mais elle a fait en sorte qu'on ait tout pour grandir normalement et faire nos études tranquillement. Voilà. Donc, on va dire enfance paisible en Bretagne jusqu'à l'université. Ok. Et est-ce que à la maison ça parlait argent? Est-ce que ça parlait financement, ça parlait investissement? Est-ce que c'est comme dans certaines familles où l'argent est tabou, où on voit les parents se battre pour apporter de la nourriture à la maison, mais en tant qu'enfant, en fait, l'argent c'est un concept qui est très vague et on a juste besoin d'argent, aller demander aux parents pour acheter des choses à droite, sans forcément avoir une connaissance profonde en fait de cet outil. Non, non, on parlait pas du tout d'argent. Ma mère, après être prof, elle a changé de carrière, elle est devenue infirmière et après elle a travaillé au ministère des Finances. On parlait pas du tout d'argent. Franchement, il y avait rien de business, rien du tout. Moi, je m'y intéressais pas, mais c'est vrai qu'en tant qu'adolescent, on est arrivé à un moment, ça remonte, hein, c'est dans les années 90, et là, voilà, c'est les marques, c'est Jordan, c'est Nike, tout ce qui venait des États-Unis, et voilà, et ça coûtait énormément cher.
Donc voilà, c'est le seul rapport, moi, que je me rappelle avec l'argent. Je pouvais pas m'offrir les Air Max, et tous ces trucs-là. Et voilà, sinon, on parlait pas du tout d'argent. Et quand tu racontes ça, du coup, la question que je me pose, c'est à quel moment tu t'es fait ton premier argent à toi? Et qu'est-ce que tu t'es payé avec ce premier argent? Euh, En fait, au départ, quand j'ai fini l'université, donc j'avais jamais travaillé, et je suis parti aux États-Unis. C'est là que je suis parti aux États-Unis, et c'est aux États-Unis que j'ai travaillé pour la première fois. Et maintenant que j'y pense, alors au début je faisais des allers-retours, et maintenant que j'y pense, je travaillais, donc je gagnais de l'argent, c'était très facile. À l'époque, il y avait beaucoup de jobs. Je travaillais 3 mois, puisque en tant que Français, vous pouviez aller là-bas 3 mois sans visa à l'époque. J'achetais des fringues, donc des fringues hip-hop, des baggy, toutes les marques américaines. À l'époque, il n'y avait pas du tout ça à Paris. Et je les ramenais. Je les ramenais en France et je les vendais. Et je me suis jamais fait autant d'argent. À l'époque, on ne pouvait pas commander. Il n'y avait rien du tout en fringues hip-hop. Et j'ai monté un site qui s'appelait XL Import. Et donc les gens après, ils commandaient sur mon site. Moi, j'achetais. Je partais aux États-Unis, je travaillais, je gagnais de l'argent, j'achetais à l'avance et je les ramenais. Et j'ai fait ça, je pense, quelques temps. Et c'est là mon premier argent. Voilà. Bah effectivement, maintenant que j'y pense, hein, c'était un business. Du coup, moi, la question en fait qui me vient à l'esprit là, c'est pourquoi t'as pas continué? T'aurais pu devenir le Amazon des baggy. Ouais, à l'époque, il y avait pas mal de problématiques. C'était totalement informel, hein, ce qu'on faisait. On a eu des soucis avec les représentants de marques, parce qu'on vendait toutes les marques. Ils avaient des exclusivités en Europe. Et voilà, on a eu des problèmes. Ils nous envoyaient des mails, quelquefois avec les douanes en France, quand la marchandise arrivait. Voilà. Donc non, après j'ai arrêté. Après, je suis rentré en France de toute façon, donc j'ai arrêté quoi. De ce que tu me dis, tu vois, moi, enfin, en t'écoutant parler, il y a une leçon que j'en tire et qui se retrouve toujours dans l'entrepreneuriat, c'est de faire, peu importe les barrières, c'est de faire. Parce que il y a souvent beaucoup de gens qui ont peur de se lancer parce que, ah oui, il y a tel problème, ah oui, il y a tel truc juridique, ah oui, il y a tel machin. Souvent, il faut se dire, on se lance, on voit et après les problèmes, on gère au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, tout à fait. Euh, de toute façon, il faut y aller. Et dans cette histoire-là, la leçon, je vais revenir sur ce que tu as dit après, mais la leçon, c'était de voir, il y a un besoin qui est pas assouvi. Et les jeunes en France, ils sont fans de la culture hip-hop. Ils n'arrivent pas. Il y a un magasin à Châtelet à l'époque. Ils n'arrivent pas à avoir des baguilles. Ils n'arrivent pas à avoir les t-shirts. Ils n'arrivent pas à avoir les casquettes. Il y a un besoin. Je suis aux États-Unis. Je vois, il y a quelque chose à faire. Paf. Et j'assouvis ce besoin. Et c'était vraiment un succès. Donc ça, et j'ai commencé avec mes amis. Puis après, bah, j'ai fait mon site. Et après, pour répondre à ta question, c'est exactement ça avec AfriCube. Et c'est la question qui me revient à chaque fois. Et ça m'agace un peu. Et pourquoi faire AfriCube alors qu'il y a les mastodontes en face de toi? Alors là, on fait plus rien, et c'est ton cas aussi, on fait plus rien. Donc s'il y a Amazon, on fait plus rien qui va. Donc voilà, donc il y a les géants qui sont en face de nous, mais je ne fais même pas le même produit qu'eux. Le produit a la même finalité, mais on ne fait pas le même produit qu'eux. Les gens qui veulent acheter AfriCube, ils ne veulent pas acheter là-bas. Ou en tout cas, ils ne veulent plus. Voilà. Et puis, de toute façon, comme je l'ai dit, moi, j'aime le challenge. Il y a la compétition, la concurrence. On y va, quoi. Donc, je pense qu'il faut y aller. Hmm. Il faut suivre ton instinct et puis il faut y aller. Tu peux pas faire un business et te dire, ah non, il y a la concurrence. Ah non, il y a la concurrence. C'est un géant, c'est un géant. Dans tout, il y aura les géants. Dans Ouais. tout, il y aura les géants. Et même Voilà. des fois, pour avoir fait beaucoup de projets, je me suis quand même cassé les dents dans beaucoup de choses. Euh, des fois, c'est mieux quand il y a un géant. Parce que ça veut dire que le géant a fait le travail de l'éducation du marché. C'est-à-dire que les gens, quand tu vas leur parler de ceci ou de cela, le géant s'est déjà tapé le travail
de faire en sorte que les gens connaissent ce que tu as envie de vendre. Et donc, tu vas dire, je suis une alternative à telle chose. Et donc, pour les gens, ça va être très très facile parce que on a vendu des produits dans des parties du continent africain où quand on disait le truc, les gens n'avaient pas de référentiel. Et même au Nigeria, souvent, les gens se rendent pas compte pourquoi les Nigérians lèvent des millions, mais ils se rendent compte que derrière la société fait faillite parce que ils ont mis de l'argent pour éduquer la population pour comprendre le produit. Donc, au fur et à mesure que j'avance dans l'entrepreneuriat, je comprends que avoir un géant en face, c'est souvent bien parce que les gens souvent en ont marre de cette domination, de cette position dominante des géants et ils essaient et ils cherchent des alternatives beaucoup plus saines, beaucoup plus respectueuses de l'environnement, beaucoup plus respectueuses de beaucoup de choses, de l'éthique, etc. Et surtout, faut pas avoir peur des gros, quoi. Non, non, il faut se lancer dans n'importe. En fait, moi, je me rappelle, j'avais vu un film noir américain qui s'appelle Boys in the Hood, et je me rappelle le père, il donnait la leçon à son fils et lui dit, mon fils, dans la vie, il faut jamais avoir peur de demander quelque chose. Donc c'est la même chose. Faut pas avoir peur de se lancer en entrepreneuriat où dès que tu as une idée et tu penses que là, il y a quelque chose à faire. Justement. Et moi, c'est quand il y a de l'adversité que ça me challenge. J'attends ce jour où quelqu'un d'un de ces grands groupes va nous contacter pour nous faire des propositions, ou pour nous attaquer, ou pour quoi que quoi. J'attends seulement ce jour-là. Ça voudra dire que, voilà, tu as chatouillé vraiment la patte de l'éléphant. Donc, voilà, les mecs, ils disent, tiens, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qui se passe? On perd des parts de marché, c'est quoi? Voilà. Et de plus est, en Afrique, c'est ça que je m'évertue à répéter à chaque fois. Il y a tout à faire euh, pour nous, Africains. OK? Parce que après, dire que oui, il faut pas le faire parce qu'il y a X, Y, mais les autres sont en train de le faire. Les autres sont en train de le faire. Et quand moi je vois les business, ceux qui captent réellement l'argent de nos pays, des plus grosses entreprises aux PME, ce n'est pas nous. Ce Bien n'est sûr, pas, ce n'est bien pas sûr, nous. ouais. Hmm. Voilà. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va arriver dans le cœur de Africube. Euh, comment t'en es arrivé à l'idée d'Africube? Comment en fait on se lève un matin, on se dit, moi je vais faire des bouillons. Non, enfin, c'est simple. J'ai toujours voulu revenir au pays. Donc après les États-Unis, je suis venu en France. Euh, j'ai fait 10 ans dans l'informatique bancaire. Mais je voulais revenir au pays. Donc j'ai dit, est-ce que je vais faire un restaurant? J'ai même vendu des voitures à un moment. Pareil, de mon idée, j'étais aux États-Unis, je suis venu au Togo, j'ai vu qu'il y avait que des voitures japonaises, hein, les Patrol, Et etc. Toyota, ouais. Hmm. Voilà. Et je me suis dit, mais aux États-Unis, il y a plein de 4x4, plein de marques, et c'est vraiment moins cher. Des voitures à $5 000. Les Américains, ils changent de voiture comme de chemise, donc le marché de l'occasion, il est énorme. Et j'ai commencé à ramener, je me rappelle très bien, hein, c'était en 2005, j'ai ramené une Ford Explorer Eddie Bauer que j'avais acheté justement 5 000 $. Je l'ai ramené au Togo, je l'ai dédouané, j'ai mis un truc à vendre. Euh, on m'a arrêté dans la rue pour aller voir le patron, je sais pas quoi. Je suis arrivé avec la voiture. Et il m'a demandé combien vous la vendez. Je crois que j'ai dit à l'époque 8 millions. Il m'a dit, je te donne 7 millions et demi. J'ai dit oui. Le mec, il a sorti une valise avec de l'argent. Il m'a donné, c'était quelqu'un de l'Afrique centrale parce que c'était des CFA d'Afrique centrale. Ouais. Et je suis reparti. Et ça faisait même pas une semaine que la voiture était arrivée. Et donc après, j'ai commencé à ramener des voitures. Ford Expedition. J'ai même rapporté une Cadillac Escalade. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est les problèmes. C'est les problèmes que ça t'emmène. Donc, bref, pour revenir au sujet, AfriCube, c'était pas par pur hasard. J'étais au bureau, dans la banque. Je regardais Facebook. Ne me demande pas pourquoi. Et je suis tombé sur une publication. Les dangers du cube magique.
C'était le nom de la publication. Bon, moi, comme tout le monde, je consommais du cube, surtout l'arôme avec le riz au gras, j'aimais beaucoup ça. J'ai lu le truc et là, ça m'a interpellé. Euh, la composition et les effets. Donc je me dis c'est pas possible. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, comme bon nombre d'entre nous, j'avais jamais regardé les ingrédients que composait ce cube. Et pourtant, je suis un consommateur conscient. Je regarde un peu tout. J'ai continué mes recherches sur Internet et je me suis rendu compte que tout disait la même chose. Voilà, c'est mal, c'est dangereux, surtout qu'on consomme ça depuis qu'on est petit. Depuis qu'on est petit, matin. Alors moi, là, je parle du Togo, matin, midi, soir, depuis que tu es petit. Voilà. Et je me suis dit, alors, attends, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a d'autres marques, mais toutes les marques utilisent le même brevet, la même composition. Ils se font des marges extraordinaires puisque c'est du sel avec des produits chimiques et synthétiques qui valent pas grand-chose. Voilà. C'est comme Et je si tu prenais de l'eau et tu mettais quelques colorants et tu vendais ça, tu dis Coca-Cola, tu et, vends et 15 000 aux gens, quoi. voilà, c'est ça, exactement. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi on n'a pas notre cube? Euh, un cube, voilà, d'abord naturel, fait avec les épices de chez nous. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui nous donne le goût pour manger nos plats? Voilà. Ça, c'était la question déjà. Pourquoi? Et on est addict et c'est dans l'ADN de notre cuisine en Afrique de C'est l'Ouest vrai. centrale. C'est comme si, tu Voilà. vois, pour ne pas te couper, c'est comme si ces gens, ils nous avaient drogués et on est devenu addict à leur drogue. Et maintenant, un plat, on mange sans cube magie, ça n'a pas de goût. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je me pose la question, ok, c'est un produit qui vient de l'extérieur, que eux-mêmes ne consomment pas. Donc, c'est ça aussi le vice, c'est-à-dire que ceux qui font ça ne proposent pas ce cube-là à leur propre population. Ok? Ils ne le proposent pas parce que en Europe, avec les normes européennes, ça ne peut même pas passer. Le glutamate, le taux de sel, les colorants, tout ça, ça ne peut pas passer. Ce qui fait que la version européenne, par exemple le Cubor, si tu regardes bien, il n'y a pas de glutamate monosodique. Alors c'est toujours pas bon, mais voilà, c'est quelque chose. Donc là, il y a un problème. C'est-à-dire que Teddy, si tu me vends ta solution, ta plateforme, et que je viens chez toi, mais que toi tu l'utilises pas, que tes voisins, tes parents ne l'utilisent pas, mais tu m'as dit que c'était la meilleure plateforme au monde et que je paye pour ça, mais toi C'est qu'il y a un problème. tu utilises autre chose, il y a un problème. Il y Si a un toi, problème. Teddy, tu viens chez moi et tu vois pas d'Africube et je suis en train de manger du jumbo, tu vas me dire, ben, attends, arrêtez. Et je vais te dire, non, c'est bon pour les Centrafricains. Ouais, c'est pas bon. Voilà. Et tu vas dire, mais Ouais, tu vois, c'est presque raciste parce que quand on leur pose la question, ils vont répondre, oui, les Africains aiment manger épicé et tout ça. Tu vois, c'est un ouais. peu du n'importe quoi. Et ça m'a. Et après, venant justement d'un ménage mixte, je me rappelle très bien que chez ma mère, il n'y a pas de cube. Donc, elle va préparer voilà, son bouillon, ses trucs. Elle va utiliser les épices de chez elle. Voilà, l'herbe de Provence, le basilic, le thym, tout ce que tu veux. Et c'est seulement quand elle va préparer des plats togolais qu'elle va mettre du cube. Elle-même, de manière automatique, systématique, sans poser de questions. Parce que ça fait partie du plat. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas notre propre cube avec des éléments de chez nous? Donc, adapté, on sait comment, si on veut manger le mafé, on sait ce qu'on veut mettre dedans, etc. Donc, ce qui pousse chez nous va rentrer dans nos plats, comme partout ailleurs dans le monde. Euh, ça va être bon pour notre santé, ça va créer de l'emploi, il y aura une économie circulaire du coup. Mhm. On va consommer ce qu'on produit, on va produire ce qu'on consomme, et on va gagner de l'argent. On va gagner de l'argent tous ensemble. Voilà, l'argent ne va pas partir ailleurs. Parce que là, dans l'histoire du cube, on est les derniers consommateurs. Mais bien sûr, On fin est de les chaîne derniers. de valeur. Ouais, Voilà. Comme dans ouais. tout, pratiquement tout ce qu'on consomme. Voilà. Et pendant ce temps-là, nos condiments, nos épices très riches quittent le pays sans transformation. Moi, j'ai quelquefois beaucoup de difficultés à trouver du gingembre. On produit beaucoup de gingembre. Le gingembre sort. Pourquoi? Le gingembre africain est bien meilleur que le gingembre asiatique.
Les Asiatiques raffolent du gingembre, mais leur gingembre est moins bon. Donc ça sort. Le poivre, les Indiens font sortir le poivre, la noix de muscade, etc. Voilà. Et de l'autre côté, on se retrouve avec des produits comme ça. Donc c'est une grosse, voilà, escroquerie. Donc le but aussi, c'est de valoriser et de transformer et de retrouver justement nos épices. Et c'est surtout la santé. Et c'est terrible ce truc-là. Enfin, moi, c'est vraiment quand je suis retourné habiter là-bas que je me suis rendu compte des problématiques de santé de nos populations dès le plus jeune âge. Quand je dis l'adolescence ou vous êtes la vingtaine, et il y a des gens qui sont déjà hyper tendus, ils n'ont pas 25 ans. Oui. Voilà. Bah, la preuve, regarde, on meurt comme des animaux. Tu vois, chez moi, en Centrafrique, chaque fois que mon téléphone sonne, c'est pour dire que quelqu'un est mort, quoi. Tu vois. Et des gens, tu vois, le sel, hypertension à gauche et à droite, c'est énormément de maladies. Alors que avant toutes ces merdes, nos anciens vivaient très longtemps parce que nos anciens mangeaient sain, En fait, euh, il y a tout. Nos terres sont riches, on peut vraiment manger sain. C'est exactement comme l'histoire du pain, où on est là à manger de la baguette de farine de blé 100% importée, alors qu'on a des bonnes farines sans gluten. Hein. On a plein, le manioc, on a le manioc, l'igname, le on maïs, a la ouais. farine, voilà, on a beaucoup de choses qu'on pourrait manger et faire nos propres pains. Mais encore une fois, on est les derniers consommateurs On est les et derniers. voilà, on importe de la farine de blé à tout va. Voilà. Donc il y a beaucoup, et là je reviens aux beaucoup de choses à faire, mais on doit les faire nous-mêmes, sinon les autres le feront. Voilà. Et AfriCube, c'est la preuve qu'on peut faire et les gens vont vous suivre parce que au-delà de ça, c'est vrai que les gens veulent consommer sain, etc. C'est des consommateurs plus conscients qu'avant, parce que aussi il y a les réseaux sociaux, il y a l'internet, on peut se renseigner. Avant, tu pouvais pas savoir c'est quoi le glutamate. Tu vois des mots, tu sais pas. Et tout ce que tu as, c'est le marketing qui te dit c'est bon, c'est le goût, c'est les vitamines E, n'importe quoi qui marque sur leur paquet là. Voilà. Donc là, le consommateur aussi africain, au-delà même de l'aspect santé ou autre qualité, veut consommer africain. Il veut consommer dès lors qu'il y a des alternatives, il veut consommer africain. Et c'est à nous de les rejoindre dans ce besoin. Parce que Oui, s'il n'y a pas, ils vont pas. Voilà. S'il n'y ouais, a pas, ben il n'y a ouais. pas. Voilà. Non, c'est sûr. Voilà. Ça, je peux te le dire. Nous, on a des données, on a des chiffres dessus qui prouvent que les Africains veulent consommer africain. Ils veulent consommer du bon africain. C'est ça la différence parce que on l'a vu avec les chiffres, les essais, les tests que souvent les gens, quand on dit africain, par défaut ils ont peur, ils se disent peut-être que c'est mauvais ou mal fait parce que on a aussi mis dans la tête de nos frères et sœurs que ce qui était africain n'était pas forcément bon. Mais quand on fait des choses bien, on arrive à convaincre facilement la population. Et souvent nos populations ne savent juste pas que des alternatives existent. Donc ce problème d'information, parce que les grosses marques noient le marché avec leur marketing partout, et ce qui font que ça rend le travail aux gens qui proposent des alternatives très complexes. Moi j'avais une question, là on va rentrer dans le vif du sujet. Le jour où tu décides de lancer AfriCube, tu avais combien sur ton compte? Comment, en fait, combien ça coûte de lancer une marque, un produit alimentaire comme AfriCube sur le continent africain, sachant que le continent africain, c'est quand même 54 pays. Oui, bah tu sais, moi je suis parti 100% novice. Hein. Je m'y connaissais pas du tout. J'ai jamais été chef d'entreprise. Je connais pas l'agroalimentaire. Donc j'avais juste mes idées et tout. Euh, mais j'ai quand même bossé 1 an et demi à faire mon business plan, tu vois. Et c'est ce que m'a appris aussi mon boulot de chef de projet. Je suis assez rigoureux, assez carré, et j'essaye de vraiment de penser à tout et de pas partir au hasard. Mais après, j'ai vraiment sous-estimé le truc. Tu sais, moi, je pensais même pas à tout ça. Moi, je me voyais, dans mon idée, je me voyais
avec mon petit atelier d'épices, tu vois. Trois, quatre employés, on fait nos épices, on vend au marché. Voilà, tu vois, j'avais pas encore vu le produit de masse. Voilà. Tu vois, c'est un peu comme tu vas dans une épicerie, les petites épiceries bio et tout, tu vois. Donc tu vois des produits que tu vois pas dans les grandes surfaces. Et c'est vraiment un marché hyper niche où les gens viennent acheter le sans gluten ou les trucs comme ça. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que je voyais au début. J'ai pas fait. Voilà. J'étais peut-être un peu. Je sais pas. Je sais pas. Donc bref, qu'est-ce qui s'est passé? Donc oui, j'ai fait mon business plan. Et comment j'ai financé le truc? Bah non, moi j'avais pas d'argent, j'avais rien sur mon compte. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Sachant que à ce moment-là, j'étais en France, donc il n'y a aucune banque française qui va financer ce projet-là au Togo, Bien sûr. et il n'y a aucune banque au Togo qui va financer quelqu'un qui vient de France pour ça. Voilà. Donc comment trouver de l'argent, sachant que j'étais seul? J'avais pas de partenaire financier ou autre. C'était mon idée. Et les gens me regardaient, bon, voilà, ils me prenaient pas trop au sérieux de toute façon. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai trouvé la solution moi-même. J'ai pris mes trois derniers bulletins de paye et j'ai fait un crédit à la consommation. Alors, tu sais bien, en Europe, en moins de 10 minutes, tu peux le faire et tu as ta réponse. Ouais. Tu donnes, Ouais. tu donnes tes fiches de paye, voilà, il y a, voilà, bref, voilà. Donc, j'ai fait ça. Rénovation d'appartement, je crois que c'était 40 000 euros. Je vais pas te couper, je vais te laisser continuer après. C'est quasi exactement le même process parce que j'étais parti faire une demande de financement à la Banque publique d'investissement et ils m'ont dit si t'as pas d'argent, on te donne pas d'argent. On te donne même pas de subvention. Et je suis parti faire une demande de prêt. À l'époque, c'était 15 000 euros ce que j'ai demandé Mhm. pour acheter une voiture. Et vu que mon compte personnel et le compte de la société, c'est dans la même boîte, euh, comment ça s'appelle là, mon conseiller bancaire Mhm. voit qu'il m'a fait un prêt de 15 000 euros le matin pour acheter une voiture et que le soir, les 15 000 euros qui étaient censés servir à acheter une voiture s'est retrouvé sur le compte de la société. Et juste avant de te laisser continuer, cette dame, cette dame, elle m'a sauvé la vie. Parce que normalement, c'est interdit. Bien, ouais, bien sûr, C'est interdit. bien sûr. Si tu as envie de faire un prêt, il faut que ce soit la société qui fasse le prêt. Mhm. Et donc, elle m'a couvert. Et par la suite, elle a eu beaucoup de problèmes avec sa banque. Aïe, aïe, aïe. Et donc, elle m'a dit, Monsieur Kosoko, mais 2 ans plus tard, hein, mes chefs m'ont un peu emmerdé parce que je vous avais fait un prêt à la cons que vous avez mis sur le compte de la société, etc., etc. Mais bon, maintenant, j'ai géré la situation. J'ai dit, Madame, vous savez, je vous remercie. Je n'aime pas les banquiers. Je n'aime pas du tout je n'aime pas les banques, mais vous, madame, je peux vous jurer que si vous avez un problème, appelez-moi à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, je vous répondrai. Ouais, bah, Ouais, tout ça pour te dire on a beaucoup de gens finissent par se faire un prêt sur leur propre tête pour ça, quoi. en fait, il faut, encore une fois, en anglais, on dit resourceful. Il faut être débrouillard. Tu vois, les gens, ouais, je peux pas commencer, je sais pas comment me financer. Débrouille, trouve-toi une solution. Voilà. Aïe, reporte ton projet dans un an, tu bosses, tu fais deux jobs, je Hmm. sais pas. En fait, tu vois, on peut pas te mettre les choses dans la main comme ça. On peut pas te mettre les choses dans la main comme ça. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup ne savent pas comment on a commencé, comment on a galéré, et ils pensent que tu as une cuillère d'argent, et puis c'est ton père qui t'a donné l'argent ou je sais pas quoi, c'est les banques ou quoi. Non, 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 ça chauffe, ça chauffe.
Voilà. Donc, toi, c'est 15 000, moi, c'est 40 000. Ouais. Si mon truc avait capoté, ça allait chauffer. Ça allait chauffer pour moi. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pris mes 40 000, j'ai démissionné. Enfin, et tout de suite, je suis parti en Chine acheter mes machines d'emballage et des supports marketing. Donc, évidemment, Attends. Cette partie elle est intéressante. Est-ce que tu étais déjà allé en Chine? non, non. Donc, J'étais, tu te lèves comme ça, tu te lèves et tu pars en Chine. Non, 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 je me suis pas levé partir en Chine. D'abord, j'avais fait beaucoup de recherches sur Alibaba par rapport à mon produit, les machines que j'avais besoin. Tu vois, j'avais demandé des devis et tout, voilà. C'était, mais voilà. Surtout, hein, sur beaucoup de choses, hein, sur les supports, sur les t-shirts, sur des casquettes, sur des bassines, plein de trucs que je voulais. Et les machines d'emballage, surtout, c'était ça ma problématique parce que je savais pas du tout ce qui était adapté par rapport à ce que je voulais faire. Voilà. Donc j'ai fait plein de devis. Et avant de partir, non, j'ai demandé à un ami s'il n'avait pas un contact en Chine qui pourrait m'aider. Voilà quoi, tu vois, aller visiter les usines. Et heureusement que j'ai demandé ça parce que c'est un peu complexe si j'étais parti seul. Voilà. Donc, quand je suis parti là-bas, donc j'ai l'ami d'un ami qui m'a reçu et qui m'a beaucoup aidé quand j'étais dans les bureaux, dans les usines à négocier avec les Chinois, etc. Il connaît les prix, il parle chinois et tout. J'ai économisé beaucoup d'argent. Voilà. Et c'est Comment négocier avec un Chinois? Moi, alors j'ai négocié avec d'autres Chinois pour d'autres trucs, mais comment tu négocies avec des Chinois? T'arrives, tu dis bonjour, je m'appelle Aïté Javon, je veux ces machines. non, non. En fait, encore une fois, c'était des gens avec qui j'avais déjà discuté sur Alibaba. Et Ok. on a pris rendez-vous après. J'ai dit, je vais venir en Chine de telle date à telle date. Et ouais, j'ai pris rendez-vous à Guangzhou. Il y avait Shenzhen. C'était, voilà, j'ai fait mon petit parcours pour mes 10 jours là-bas pour que je puisse voir tout, etc. Donc voilà. Après, comme j'étais avec la personne, moi, j'ai rien négocié. J'ai juste dit à la personne, voilà, ma discussion avec eux, la machine coûte 8 000 $. Voilà, il me dit non, non, c'est trop, t'inquiète. Voilà. Et donc, c'est lui qui a négocié. Moi, d'abord, je suis nul en négociation. Je fais tout pour jamais négocier quelque chose. Et c'est lui qui a négocié. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les entrepreneurs qui veulent faire des affaires en Chine et qui, surtout des gros montants, utiliser un agent. Et cette personne, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai recommandé une cinquantaine de fois à beaucoup de personnes que j'ai connues qui veulent tenter la Chine, surtout pour de la machinerie. Surtout pour de la machinerie, voilà. Et donc ça, c'est très important d'avoir quelqu'un là-bas. Même si parce qu'après, je me suis plus déplacé. Donc après, j'ai eu d'autres choses que j'ai achetées et c'est lui qui gérait le truc. Donc même que tu te déplaces ou pas, il faut toujours avoir un agent qui s'y connaît et crois-moi, tu vas économiser et surtout, tu vas pas te faire arnaquer et tu auras un très bon service après-vente en plus. Et donc le produit a quitté la Chine et est venu te retrouver au Togo. Tout à fait. Je suis allé là-bas, j'ai tout commandé, j'ai tout commandé. J'avais mon cash et tout, j'ai tout précommandé. Et je suis reparti, je suis parti au Togo. Voilà, je suis parti au Togo en attendant que chaque chose arrive. Et là, je me suis installé dans la maison de ma grand-mère, maison familiale, là où j'avais grandi 3 ans quand j'étais petit. Elle est vide maintenant. Et donc, je l'ai occupée au plan centre-ville de Lomé. C'est une vieille bâtisse. Et j'en ai fait bah, le siège social d'Africube, en fait, pour les premières années. Et donc j'ai fait un an de projet, hein. Et un an où j'ai recruté deux, trois personnes en team projet, que ce soit pour la prod, pour le commercial et le marketing, pour définir justement l'identité. Africube, le nom même Africube n'existait pas encore. Voilà. Donc on a fait des brainstorming par rapport au nom, par rapport aux couleurs, par rapport au nom de la société. Euh, tous les trucs administratifs, on a défini des stratégies commerciales de distribution, on a été dans les marchés, on a fait des sondages pour voir un peu
comment dire, les habitudes de consommation des ménagères par rapport au cube. On a fait des tests de goût, et c'est là même que les choses ont changé parce qu'il y a des choses que tu mets sur papier et tu vois que dans la réalité, c'est pas faisable. Par exemple, et surtout quand tu n'es pas dans le milieu. Moi, je suis pas dans l'agroalimentaire. Donc, je voulais faire quelque chose en poudre. Dans Africube, il y a la noix de muscade africaine, ok, qu'on appelle la noix de Pébé, aussi au Cameroun et ailleurs. Et c'est une noix, voilà. Et donc, quand tu l'écrases, cette noix, c'est de la pâte. C'est un peu comme l'arachide. Voilà, il y a de la matière grasse là-bas. Donc, quand tu écrases des arachides, bah, ça fait de la pâte d'arachide. Et la noix de muscade, ça fait de la pâte de muscade. Et on dit, merde, on fait de la poudre, mais quand on écrase de la muscade, ça devient de la pâte. Comment on fait? Voilà. Et ça, c'est les trucs, évidemment, que tu n'avais pas Ah prévu. oui. Tu vois? Voilà. Donc, on a fait, voilà, un an voilà. Et c'est un an où bah, tout mon argent s'est dilapidé, hein. Après la Chine et tous les achats. Crois-moi, au bout de cette année, j'avais déjà plus d'argent. Et quand on a sorti Africube à à la foire Made in Togo en 2018, bah, ça a chauffé. Donc oui, les gens, ouah, super. Tu vois, mon packaging, il était différent. Ils pensaient que c'était le nouveau Nescafé. Mais ça a attiré tout de suite l'œil, le vert et jaune, l'identité visuelle, la qualité du packaging. Ils pensaient pas que c'était togolais. Surtout quand ils me voient moi derrière le stand. Voilà, c'est Ils marrant. disent, ils disent, il y a un blanc qui vend des cubes magie qui ressemblent à du Nescafé. Non, mais ça, tu sais que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. J'ai fait j'ai deux anecdotes intéressantes au Burkina quand j'ai fait le Siao et j'étais derrière mon second Siao et il y a des dames au Burkina, ils sont très nationales, fierté et tout, voilà, souveraineté nationale. Et là, il y a une dame qui n'a pas voulu acheter parce qu'elle dit non, ça appartient aux blancs. On en a marre, on est fatigué d'acheter pour les blancs et tout. Et mon dernier Siao, je reste à l'extérieur. Je ne suis pas dans le stand. Je ne suis pas dans le stand. Il y a mes gars qui sont là. Voilà. Et c'est marrant. Et deuxième anecdote, on était parti au Mais stand. ça, ouais, pour ne pas te couper, ça, Non, ce non, sont des choses que les gens ne savent pas de l'extérieur. C'est-à-dire que quand tu n'es pas sur le terrain et que tu es au contact de la population, parce que moi, ce que j'adore sur ce continent, ce sont ces subtilités. Ces subtilités ethniques, ces subtilités diverses et variées, etc. Que les gens ne comprennent pas. Les gens, vu qu'ils sortent pas souvent de leur pays, ils ne savent pas que c'est pas si facile que ça que de faire du business en Afrique, surtout que tu ressembles pour beaucoup à un blanc, alors que ce qui est pas forcément le cas, mais euh, mais ça c'est très très intéressant Ah, et c'est intéressant. Oui. en fait ça peut t'aider si tu comprends les codes à débloquer beaucoup de business, mais et si tu comprends pas en fait ça te bloque des portes sans que tu comprennes pourquoi. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je prône justement cette souveraineté alimentaire. Et c'est pour nous, par nous. Et toi-même, tu connais mon discours. Et donc, la réaction de cette femme, en même temps, j'étais content. Je dis, ben oui, bravo, il faut plus acheter chez les étrangers. Mais en même temps, elle n'est pas venue acheter à cause de moi. Et, et elle pourrait aller dans un stand, voir un noir derrière le comptoir d'une société qui appartient réellement à des blancs ou à des Indiens ou des Chinois. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Bah, bien sûr. Et c'est ça, Voilà. en fait. Tu vois, il y a un truc dans le business que les gens ne se disent pas. Et on est là, on parle de cacher vérité, il faut le dire. Tu sais, il y a mon associé qui est blanche, c'est une femme. Et je lui ai dit à un moment, je lui ai dit à un moment, écoute, au-delà de tes compétences, au-delà de tes capacités, ben, sache aussi que je travaille avec toi parce que tu es une femme blanche. Et je sais il y a des moments, il y a des moments où moi, je peux pas aller au franc. Parce que les gens, ils vont vouloir avoir un blanc en face. En fait, c'est des choses qu'on ne dit pas parce que ça sonne mal, parce que c'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Les gens, des fois, quand ils voient un blanc, ils vont accepter en fait ton business, ils vont accepter de te recevoir, pas parce qu'il y a ce blanc. Tu vois. Et ça, souvent, c'est des codes.
C'est des codes que on nous apprend pas à l'école et on voit des gens. Mais si on regarde même beaucoup de startups en Afrique qui fonctionnent, t'as en fait ce mix. T'as un blanc, t'as un noir. Des fois, ils ont pris un noir, ils l'ont mis là parce que bah, c'est important pour le mettre devant et rentrer dans des pays qui sont problématiques. Et mais ça fait partie de la réalité. Ça fait vraiment partie de cette réalité business qu'on ne nous dit pas. Et et moi, je l'ai appris à la dure, comme on dit. Mais c'est ça qui est dommage. Et c'est ce que tu disais, c'est que des fois, nos populations africaines vont aller vers une marque étrangère juste parce qu'il y a un noir qui est devant, sauf que le noir, il sert juste de faire valoir, de faire valoir. En fait, ça devient un marketing. C'est ce que j'appelle les entreprises africanisées. Ça a la couleur de l'Afrique, ça a le goût de l'Afrique, mais ce n'est pas l'Afrique. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, nos populations réagissent comme ça, donc ils vont faire tout pour cacher la réelle identité. Moi, c'est pas mon problème, en fait, parce qu'on va dire, ouais, les racistes, non, c'est pas le problème que la société soit française, chinoise, mais il faut assumer, assumer. Ok, je suis français, je vends de la farine de blé française parce qu'on a les meilleures farines en France, on a ce savoir-faire, cet expert. Ok, je suis allemand, je vends de la bière, on a le savoir-faire pour faire la bière, voilà. Et les gens vont acheter la bière allemande, ils vont acheter le vin français. Mais ne faites pas semblant d'être togolais, d'être centrafricain et de nous vendre XY en disant que ouais, c'est la bière togolaise, ouais, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais dis ce que tu es, point très final. Voilà. Et donc ça, c'est mon combat parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que, et je ne vais pas les citer, telle société est togolaise, et je leur ai dit, il y a aucune. Voilà. Donc, moi, ma problématique, c'est juste d'assumer ce que tu es et de vendre ton produit comme tel. Point très. Voilà. Voilà. Et donc, mais c'est intéressant ce que tu as dit parce que j'avais un ami, c'est un peu différent de toi parce que quand tu es associé avec cette personne, elle a des compétences, c'est juste que ça sert qu'elle soit de Mais bien sûr, etc. Mais moi, on je parle sais souvent que de, ouais, j'ai un on ami parle souvent ouais, vas-y. qui a engagé quelqu'un de blanc exprès pour partir à certaines négociations. Donc, qui n'a rien à voir, il va l'engager pour une semaine pour aller négocier. Voilà, ils vont voir le dossier ensemble, évidemment, mais pour dire, voilà, bon, le DAF ou le je sais pas quoi, voilà, tu vois. Et là, tu as ce white privilege qui est là et qui t'ouvre des portes parce qu'on te dit, ah, Mais, voilà, ça, mais c'est bien une, sûr. c'est une société Et, sérieuse, ça. et tu vois, pendant qu'on y est, je vais même encore aller encore plus en détail. Je disais à mon associé, je dis bon, tu es blanche, mais tu es quand même blanche un peu parce qu'elle est issue d'une classe moyenne, enfin classique, tu vois, elle s'est battue dans sa vie, etc. Je vais dire, c'est noir à la peau blanche, quoi. Non, mais je vais dire ça comme ça parce que dans son parcours, c'est quelqu'un qui s'est énormément battu et c'est pour ça que je travaille avec parce que elle tient, elle se bat. Et des fois, des fois, je me dis, il y a blanc et blanc. Parce que euh, tu peux avoir souvent, en fait, il y a d'autres catégories ou des gens qui sont issus des écoles de commerce, des HEC, tu vois, de toutes ces grandes écoles qui arrivent juste. Et juste parce que la personne est sortie de ces écoles, la personne va réussir à avoir des rendez-vous avec les plus grandes banques, avec les plus grands fonds d'investissement, parce que la personne est là. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. On avait des concurrents sud-africains qui, je vais pas les nommer, qui ont levé 50 millions de dollars, alors que nous, sur le terrain, on avait fait des choses de malades, des données de malades. Et quand j'ai juste vu les membres fondateurs de la boîte, je me suis dit, bah, en fait, c'est normal que les gens leur ont donné de l'argent aveuglément. Même si ces gens-là ont, je vais dire, moins de connaissances structurelles de l'Afrique. Mais quand t'as des gens qui ont fait, je sais pas moi, telle grosse école aux États-Unis, machin, tout ça, ça ouvre toutes les portes. Et je me dis, des fois, nous les Africains, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui cherchons certaines de nos souffrances, quoi. C'est que quand tu montes une boîte, c'est pas, enfin, je finis par me dire que
c'est pas grave d'aller chercher quelqu'un qui a fait ses grandes écoles pour ouvrir les portes. Parce que sinon, après, derrière, c'est tellement compliqué, c'est, personne ne te considère jusqu'à ce que tu as tourné dans la boue longtemps, machin, quand tu as commencé à avoir des résultats, pour que les gens te remarquent. Alors que, si tu as ces bons contacts à gauche et à droite, ces bonnes personnes, tu as l'impression que c'est, comment il s'appelle? C'est Moïse qui a ouvert la mer Méditerranée ou la mer Rouge en deux. Ça s'ouvre tout seul. Ouais. C'est terrible. C'est la réalité, c'est le white privilege, c'est comme ça. Et moi, c'est mon combat. Enfin, c'est mon combat. Mais en même temps, tu vois, ce qui est étrange avec moi, c'est que justement, comme je ressemble à un blanc, je vais te raconter une histoire où j'ai bénéficié du white privilege, mais sans faire exprès. Et ça, c'est une honte même pour enfin, où on regarde encore, où on se met encore le blanc au-dessus et on lui invente ou bien on lui met des compétences qu'il est supposé avoir parce qu'il est blanc ou parce qu'il est asiatique ou parce qu'il est indien. Il y avait, il y a quelques années de ça, une grande conférence sur l'IA. C'était intéressant, je me suis inscrit et il y avait d'autres amis à moi qui s'étaient inscrits. Okay, des filles. Le jour J, donc moi j'arrive, j'étais un peu en retard. Elles étaient déjà dans le hall. Je dis c'est bon, vous êtes rentrés, vous êtes assises où? Je vous rejoins. Elle dit non, on n'a pas pu rentrer. Il y a eu tellement de demandes. Je pense que ils donnent qu'il faut, enfin c'est limité et que donc nous on va aller en haut voir ça sur grand écran. Je dis mais c'est quelle histoire ça encore, tu vois? Donc moi, j'ai dit, je rentre dans l'hôtel. Là, je les vois dans le hall, ils étaient complètement désabusés et tout. Je dis, mais attends, attends, je vais aller voir parce que je comprends pas. Sur le site, ils ont dit, vous vous inscrivez et puis vous rentrez. Donc, je vais là-bas. Ah, j'étais peut-être, je sais pas, une quinzaine de mètres. Donc, il y avait des hôtesses, il y avait un peu de monde devant l'entrée, devant le grand hall. Et donc, tu avais genre la chef des hôtesses, je sais pas, qui me voit arriver de loin. Ah, monsieur, 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 s'il vous plaît, et tout. Et j'arrivais et je n'avais même pas d'invitation, rien. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît, veuillez rentrer et tout. Attends, poussez-vous, voilà. Et elle m'a fait rentrer. Elle m'a même pas demandé mon invitation, rien du tout. Elle n'a pas demandé qui Terrible. j'étais, si j'étais un intervenant. Elle m'a vu de loin, venez monsieur et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai dit, mais merde alors, tu vois? Et c'est des bêtises comme ça qui font qu'on n'avance pas. J'aurais pu être n'importe Un quel terroriste. SDF qui vient de France, qui rentre dans Bien cet sûr. hôtel, un ouvrier chinois, on allait le faire rentrer. Un Ouais. ingénieur togolais, il allait rester à la porte. Il Tu vois ce est que je veux resté à la dire? porte parce qu'elle est noire. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est des petites anecdotes. Ça me fait sourire, mais c'est sur le truc sur lequel je me bats vraiment, quoi. J'ai quelques questions à te poser vu qu'on approche de la fin. Oui. Est-ce que tu as déjà gagné de l'argent, mais que tu as senti que tu pouvais tout perdre du jour au lendemain? Et j'ai pensé que oui, j'ai eu des moments où je pensais que j'allais tout perdre par rapport à Freecube. Pas que j'en ai gagné, mais je pensais, je pensais à mes 40 000 euros. Et il y a eu des moments, sincèrement, t'es dit, j'avais 5 000 francs dans ma poche. Il y a un jour, j'ai dû demander à une tante de m'avancer 100 000 pour me payer la facture d'électricité. 100 000. Et j'avais 5 000 dans ma poche. Et je me rappelle que quand j'ai commencé, les gens me regardaient, c'est peut-être un peu stéréotype de dire ça, mais en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Enfin, tu vois, en plus, c'est pas que je suis venu faire quelque chose qui était déjà fait. Oh, il ouvre un restaurant, il ouvre une boîte de marketing, voilà, cabinet de dentiste, j'en sais rien. Il vient faire un cube avec les épices
voilà, le mec, il a sa vie confortable, c'est quoi, tu vois? Ouais. Voilà. Et on va dire, laisse-le, hein, le Ouais, petit blanc, c'est un blanc voilà, qui traverse une ah, crise. voilà, laisse-le. Dans quelques temps, il va repartir tranquillement et il reviendra seulement pendant les vacances. Voilà. Donc, j'étais seul, j'avais pas d'associé au départ. Et je me suis retrouvé sans argent parce que j'avais mal fait mon truc, puisque j'étais dans un produit de masse et il fallait absolument faire rentrer de l'argent pour que je sois rentable. Ce qui m'a sauvé là, par contre, c'est voilà mon associé, donc un ami d'enfance, un Antillais, qui a la chance de travailler en Angola, au Congo, dans le pétrole. Et voilà, qui est à l'aise financièrement et qui voulait investir son argent. Il me dit, Haïté, moi, c'est un panafricain pur et dur, hein. Ouais, j'aime ton projet, voilà, je veux investir. Et il a investi massivement. Et c'est ça qui a permis d'être ici avec toi aujourd'hui. Sinon, j'aurais fermé. Ouais. Tu vois? Mais c'est vrai que la niaque, c'est quand quelqu'un te dit que ça va pas arriver. Et là, je pense Ouais. vraiment à tous les banquiers que j'ai vus, les dingueries que j'ai pu entendre et tout. Et vraiment, j'attends le jour où ils vont me voir à Fricube vraiment éclore et dire waouh, merde, tu vois. Et c'est ça qui te tient au bout. Les gens qui te disent que tu n'y arriveras pas, que tu as mal fait ci, que tu as mal fait ça, blablabla et tout ça. Voilà. Donc, mais oui, j'ai ça. Tu as une pression et surtout, voilà, la solitude de l'entrepreneur. J'entends souvent ça dans des podcasts, justement. Ça, c'est une réalité, hein. Et moi, un autre conseil par rapport à mon retour d'expérience, c'est de ne pas commencer seul. Au moins être deux dans des moments de faiblesse ou du broie du noir, tu as le deuxième qui peut prendre Oui. la main déjà sur la société, peut dire t'inquiète pas, on est là, on est tous les deux, on gère. Tu vois? Mais quand tu es vraiment tout seul, en Quand termes tu tombes, c'est chaud, ouais. financiers, en termes Ouais. opérationnels, c'est pas simple. Hmm. Deux dernières questions à te poser. Euh, c'est quoi le prix invisible de ton ambition? C'est-à-dire, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as payé que les gens ne voient pas? Tu vois, pour te donner un exemple, ça fait un moment que j'entreprends, j'ai pas de vie privée. C'est-à-dire que je passe mon temps à bosser. Tu vois, ça fait des années que je suis dans une sorte de spirale et j'ai pas de vie. Ça fait un moment, tu vois. Et ça, c'est le prix que les gens ne voient pas. Les gens voient un homme qui avance, mais les gens ne voient pas que tu parlais de solitude, j'ai quoi, 31 ans, j'ai pas encore de femme, pas d'enfant, etc. Et je suis passé à côté d'une partie de ma jeunesse parce que je passais mon temps à bosser. hum, hum, Donc ça, c'est mon prix personnel. En tant qu'entrepreneur, et à ce que les gens voient de l'extérieur, ben les gens ne voient souvent pas ce fardeau, ce hum, prix que les hum. gens payent, et souvent les gens ne le racontent pas. Donc, pour toi, si, si tu es disposé à en parler, quel est ce prix invisible de Cube? On n'en parle pas parce on est censé être des dirigeants d'entreprise, être fort, être costaud. Et donc, tu peux pas parler, si on peut appeler ça des faiblesses. Mais le prix, pour moi, c'était un peu le contraire de toi. Moi, je suis père de famille, je suis marié, j'ai 6 enfants et je suis resté éloigné de ma famille des années et des années. J'ai et pas le dernier, mais les deux avant, je les ai pas vus grandir. Je les ai pas vus grandir. Ma femme, j'étais éloigné, c'est difficile. Pendant 6 ans, tu es éloigné de ta famille. Et non seulement tu es éloigné de la famille, et on est africain, tu es le père de famille, c'est toi qui dois gérer les choses. Mais tu vas gérer, je t'ai dit, j'avais pas 5 000. Donc, tu es là, non seulement, tu es dans l'entrepreneuriat. C'est pas que tu as eu un poste de vice-président chez Total Energy, quoi. Tu vois? Donc, tu rapportes rien. Au contraire, peut-être ta femme va t'envoyer de l'argent.
Donc, tu vois, et tu es là sur un rêve, oui, attends, l'année prochaine, voilà, les due diligence, oui, on va clore 500 000, 1 million, j'aurai un salaire et tout. Et ça ne marche pas. Et tu peux même pas expliquer parce que c'est pas explicable. Et Ouais. les déceptions, les années passent. Et voilà, tu vois. Et donc ça a été le prix très fort. J'ai passé 5, 6, 7 ans loin de ma famille. Et je vais te dire la vérité, moi je dormais dans mon entreprise. Je dormais dans mon entreprise parce que j'avais pas les moyens même de me louer une maison. Tu vois, tout l'argent qu'on pouvait, c'était pour les employés, pour les matières premières. On est à flux tendu. Je peux pas avoir une voiture de fonction, je peux pas avoir ma maison. Donc j'étais dans mon entreprise toutes ces années. Les gens ne croient pas. Tu vois, Ouais. c'est le sacrifice, mais à la fin, je sais pourquoi je fais ce sacrifice-là. Je sais pourquoi je fais ce sacrifice-là. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est le prix que moi j'ai payé. C'était un prix, voilà, ma famille, un prix très très personnel. Et c'est pour ça que j'ai jamais abandonné, parce que si j'avais abandonné, j'aurais fait ça pour rien. Et c'est pour ça que je veux aller jusqu'au bout pour les mettre bien. Ma famille et tous ceux qui m'ont supporté, là je parle de mes employés qui sont là avec moi depuis des années, qui ont vraiment été payés au lance-pierre. Voilà, lance-pierre, le minimum. Et je dis, mais attendez, c'est un investissement que vous avez fait et croyez-moi, je saurai récompenser tous ceux qui m'ont été fidèles, enfin fidèles Fidèle à et moi. loyal. Bien Voilà, sûr. tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. Et tu vois, il y a plusieurs choses que tu dis et qui me parlent personnellement. Déjà, les employés, que tu arrives à avoir des gens qui comprennent et qui se projettent avec toi dans la vision, c'est rare. Et tu vois, dans ma boîte, j'en ai un certain nombre et je leur dis tous les jours, je leur dis, écoutez les gars, sachez que je me bats, en fait, au niveau où j'en suis, là maintenant, je me bats pour vous, pour, euh, pour récompenser, en fait, c'est cette loyauté, pour récompenser cette loyauté. Et aussi, tu parlais du fait que, bah, en fait, t'es là, t'es tellement allé loin, t'es éloigné de ta famille, de ta femme, t'as rien, en fait, tu peux pas les aider et eux ne comprennent pas parce qu'ils se disent, mais pourquoi tu peux pas, mais sors de là, mais arrête, mais, et tu parlais de cette solitude du dirigeant. Toi, t'es là dans ton train, tu pilotes le train, tu vois la chose, tu vois comment les choses évoluent et avancent, et mais tu souffres parce que tu sais, en fait, ce train, il fonctionne avec ton sang, et la famille à côté te dit, mais arrête, tu te fais du mal, tu nous Mm, fais du mal, mm, arrête. mm, Et le premier podcast qu'on a diffusé, un entrepreneur Walid, il disait à la fin que des fois il faut pas écouter la famille, il faut pas écouter les parents, parce que les parents, bien sûr, nous veulent du bien, ils veulent nous protéger. L'entrepreneuriat, ça fait mal, c'est tellement dur. Les gens ne se rendent pas compte du poids. Pour moi, la plupart des entrepreneurs je vais pas dire que je connais, souvent c'est des gens qui sont traumatisés. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de choses à dire mais qui sont obligés de rester corrects parce que la société a besoin de ouais. voir des dirigeants, les employés ont besoin de voir des gens corrects. Mais c'est des gens qui, Ouais, comme tu vois, qui réfléchissent à des solutions tout le temps, comment augmenter les stocks, comment avoir ce financement, comment avoir ci, comment avoir ça, etc. Et quand tu vois la personne elle est là tranquillement posée, on paie, mais c'est une boule de feu qui tient devant. En plus des investisseurs pitchés, machin, à gauche et à droite, tous ces trucs je vais pas dire à la con, mais qui, qui, qui sont là, l'entrepreneur le porte, c'est un gros poids invisible, mais que les gens ne voient pas. Dernière question, si demain, une boîte comme, c'est quoi, Unilever, te propose de te racheter, est-ce que tu dis oui? bah écoute, ça c'est intéressant. Ma dernière, tu sais, je suis en train de faire une levée de fonds avec des petits porteurs. Et donc, on a des calls avec eux parce que je veux m'assurer que chaque personne qui investit aussi dans Africube me connaisse. Et moi, je veux voir aussi s'ils partagent nos valeurs. Et j'ai eu une question qui me disait
Et si, qu'est-ce qui se passe si vous voulez vendre, si on veut vous racheter, tu vois? Et bah, après, je blague toujours, hein, je dis, ah, ça dépend du prix. Ça dépend du prix. Après, tu vois, tu es tiraillé en te disant, tu sais que quelquefois, les gros achats comme, les achats comme ça peut être des sommes faramineuses, tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un t'approche, c'est vraiment toi qui as le levier. Le levier, une Bien sûr. grosse boîte, Unilever, Nestlé, c'est toi qui as le levier. Les mecs, pour toi, ça a été une grosse somme, pour eux, c'est de la pacotille. Mais quelquefois, ils vont te Oui. racheter pour fermer la boîte, tout Oui. simplement. Ça arrive souvent. Ah Ouais. ouais, fermé, voilà, merci beaucoup, tu vois, et puis t'as pas le droit de refaire la même chose. Après, on va te dire autant de milliards de francs CFA, t'es là, voilà, j'ai souffert 10 ans, là, j'ai mal au dos, là, j'ai plus à travailler même, tu vois, mais elles sont où tes valeurs? Elles sont où tes valeurs? Tout ce que tu disais, ça n'a plus de sens, tu vois. Donc, non, moi, Hmm. je vais pas vendre Africube, pas du tout. Ça serait un aveu vraiment de compromission terrible. J'ai une certaine fierté qui fait que ce que je dis, c'est ce que je fais, et tout ce que je prône, et tu commences à me connaître, si demain Haïti a vendu Africube à Nestlé, tu vas dire, mais attends, le mec, le mec, c'est un escroc, quoi. Tu attends, c'est quoi? Non, moi je Tu vois? Et comprendrais. je pourrais, J'ai- Moi oui, je tu comprendrais. Je dirais, il comprendras, a tu souffert, il a pris comprendrais. l'argent parce que. Tu vois. Vendre En fait, moi, à je, quelqu'un d'autre, je te oui, je peux vendre. pardonnerais. Tu vois. Je peux vendre à En quelqu'un fait, d'autre, mais ouais. tu vas vendre ça à Nestlé, Unilever, ça n'a pas vraiment de Oui. sens, quoi. Après, Ouais. oui, ta famille va te dire, mais vends, t'es fou, quoi. Et comme tu disais, tes parents ou ta femme ou quoi. Après, pour l'instant, c'est pas le cas. Et par contre, oui, je vendrai certaines de mes parts. Je vais pas garder autant de parts. Je vais pas rester majoritaire. Je veux mettre mes billes ailleurs. Je veux créer d'autres choses. Euh, Peut-être que je serai plus je vais pas rester DG non plus à vitam aeternam. Je peux mettre quelqu'un d'autre pour piloter parce que moi, ce qui m'intéresse, après, une fois que l'entreprise part, je m'y intéresse, hein, mais c'est des chiffres, c'est de l'administratif, c'est des Oui. productions, c'est des stratégies, tout ça. Et moi, je suis dans le créatif. Moi, je veux créer autre chose. Moi, j'ai déjà les choses que je veux créer. Le cube, c'est symbolique par rapport à notre Oui. souveraineté alimentaire. Mais j'ai plein d'autres trucs dans mes tiroirs, j'ai plein d'autres projets qui disent voilà, je vais faire ça maintenant, ça va. Et des challenges en termes agroalimentaires, des challenges, tu vois. Et voilà, moi, je vais repartir dans mon bureau et faire des brainstorming sur le prochain produit. Oui. Voilà, on va faire ça. Oui. Et aujourd'hui, je peux pas le faire parce que j'ai des maux de tête avec des calls, des due diligence, des tableaux Excel, des Oui. machins. C'est pas mon ADN, ça. Je suis pas là-dedans. Oui. C'est très intéressant. On pourrait passer des heures là-dessus. Pourquoi, d'après toi, que tous les gros fonds d'investissement n'investissent pas massivement dans Africube? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vu que tu as enlevé de fonds, à partir de combien tu acceptes que des gens à gauche et à droite puissent investir dans Africube? Ok, pour répondre à ta première question, bon, après on va me mettre peut-être dans un complotiste, théorie du complot et tout, parce que à la fin tu deviens parano. Tu dis, mais attends, tout le monde te félicite, tout le monde t'acclame, super, monsieur Ajavon, que ce soit les autorités, que ce soit les fonds à qui tu parles, tout le monde, super idée, génial, pourquoi on l'a pas fait avant, blablabla, mais à la fin, il n'y a pas un copec qui arrive. T'es trop petit, t'es pas assez structuré, t'es trop structuré, blablabla, je sais pas quoi d'autre. Tout ce que j'ai pu vivre avec tous ces fonds. Et à la fin, tu te dis, mais attends. Et tu regardes, ok, mais dans, 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 dans toute cette folie de start-up africaine où tu vois, ouais, ils ont levé tant de millions, ils ont levé X, Y, Z, et tu regardes, ok, quels sont les profils des start-up qui ont levé en Afrique de l'Ouest? Et tu regardes, et tu dis, ok, la majorité sont dans le tertiaire. Ok, la majorité sont dans le tertiaire, dans la fintech, dans l'agrotech, dans tout ce qui est digital et tout. Une autre partie est dans le primaire,
où on va faire, par exemple, l'ananas, par exemple, le beurre de karité. Mais trouver une start-up qui est dans le secondaire, dans la transformation africaine, je dis bien africaine, avec un dirigeant, un fondateur africain basé en Afrique et qui transforme pour le marché, hein, pas pour l'export, tu ne vas pas trouver. Ou bien si tu trouves, en tout cas, voilà. Donc je me dis, les investisseurs, qui sont souvent de l'étranger, voient leur intérêt. Le primaire, ça les intéresse, vous faites du beurre de karité, super, ça part pour L'Oréal, on fait des shampoings, on fait des pommades, on fait tout ce que vous voulez. Faites de l'ananas bio, on va le mettre dans nos marques en France aussi, tout part à l'export, c'est super, on fait nos jus avec, donc il y a leurs intérêts qui sont là. Le tertiaire, beaucoup, c'est pour qu'on consomme mieux ou bien pour leur faciliter la tâche à eux. Bon, voilà. Et le secondaire, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Donc, je me dis que pourquoi les fonds n'investissent pas en nous? Je me dis que si je faisais des épices, par exemple, si je faisais du poivre moulu, de la cannelle en poudre, ou des trucs comme du gingembre en poudre, juste comme ça, je suis sûr que je pourrais être financé. Donc, moi, je pense qu'ils ne sont pas intéressés par un produit qu'on transforme et qu'on vend à la population. Parce qu'ils ne sont pas dans la boucle. Ils ne sont pas dans la boucle. Et toutes ces histoires d'impact, là, moi, j'y crois plus. Derrière cet impact, c'est du soft power. Il y a un intérêt qui est en jeu. Et moi, pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça. Et là, je vais après, c'est mon avis, hein, de mon expérience. Voilà. Et ça va directement à ta seconde question. Et c'est pour ça que maintenant, on a décidé de faire, comme j'ai fait avec Africube, de se financer nous-mêmes. La diaspora ou pas la diaspora, les gens, écoutez, vous aimez Africube, vous voulez investir dans un business à fort impact, etc., qui fait la différence, voilà. Et donc là, on a lancé un appel à la levée de fonds et les gens peuvent investir entre 500 euros et 25 000 euros. OK? C'est en euros, pourquoi? Parce que quand on a lancé cet appel, on s'est rendu compte que la grosse majorité était dans la zone euro. OK? Et donc, pour des raisons financières, on va créer ce qu'on appelle un SPV, donc une société où on va regrouper tous les petits porteurs. Et cette société aura pour seul objectif d'investir dans Africube au Togo. Voilà. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On a reçu énormément d'intentions d'investissement. Et moi, je suis content parce que, et la plupart, quand on fait les calls, c'est du love money. Ils ne parlent pas d'argent ou de retour sur investissement ou la première chose qu'ils t'ont dit, ils te félicitent, ils veulent te soutenir, ils veulent mettre de l'argent dans quelque chose qui compte. Et à la fin, oui, on va te parler, OK, comment ça marche, voilà, etc. Mais c'est pas les mecs, ah ouais, OK, j'aurai quand mon argent et tout. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et c'est cet argent-là qu'on veut capter et mettre au travail. Et pour dire à la fin, quand tu vas regarder les investisseurs qui sont dans Africube, tu verras pas de fonds d'investissement occidentaux, tu verras pas des trucs, tu vas voir que des individus africains ou afro-caribéens, tout ce que tu veux, ça n'a pas d'importance, qui ont mis l'argent et ça sera vraiment, moi, c'est mon rêve. Voilà, c'est une société qui est financée par nous-mêmes. Tu vois, il y a le podcast Cache et Vérité est sur une chaîne qui s'appelle Payco. Et comme je l'avais expliqué, Payco, c'est notre application de tontine. Et ce que nous, on a en fait comme vision dans le court moyen terme, c'est que si on arrive à avoir dans notre application une bonne partie des Africains qui économisent ou qui font de la tontine grâce à Payco, ce type de levée de fonds peut se faire directement via ce type de mécanisme. On a un entrepreneur comme Haïté, par exemple, qui a envie de lever de l'argent. Si on a environ 100 000, 200 000, 500 000 personnes qui disent, bon, je vais mettre 1000 francs, 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 à l'échelle du continent, 2 temps, 3 mouvements, les entrepreneurs à impact comme toi peuvent lever suffisamment d'argent pour transformer la vie des populations africaines. Et en fait, tu parles de ce fameux cycle aujourd'hui. Ce cycle-là, il manque. Et c'est ça qu'il faut réussir à construire.
Mm. Et les gens veulent le faire, les gens peuvent le faire. Et quelqu'un récemment qui va utiliser notre application disait qu'ils économisent 1 500 € par mois. Ils sont 10, ça fait 15 000 euros, 15 000 € par mois, 10 millions. Voilà. Si on arrive à avoir tout ça à gauche et à droite, plusieurs personnes dans plusieurs pays, 500 € ici, 500 € là, 500 € là, 500 € là, en un clic, voilà quelqu'un qui fait des bouillons 100% naturels. Les gens, bien sûr, ils le feront. Les Africains veulent le faire et ils peuvent le faire. Mais ça manque en fait aujourd'hui sur nos territoires. Et c'est ce que je trouve dommage. En tout cas, Haïté, dernière question. Si tu avais ce conseil à dire à nos populations africaines, à nos jeunes Africains qui veulent se lancer ou à nos populations, qu'est-ce que tu dirais comme message? Bah voilà, il y a deux messages. Donc pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, c'est de bien. Alors encore une fois, ne partez pas seul. Une grosse chose aussi, et moi c'était une grave erreur, faites-vous accompagner par quelqu'un qui s'y connaît en finance, finance basique. Moi j'ai perdu beaucoup d'argent pendant beaucoup d'années en pensant que j'en gagnais et je vendais à perte. Voilà. Donc c'est très important, une fois que vous commencez quand même à monter, d'avoir quelqu'un qui va regarder, analyser, auditer vos finances, votre produit, etc. pour voir si vous êtes vraiment dans les clous. Voilà. Ne faites pas ça seul. N'oubliez jamais, c'est le marché qui décide. Ok? Vous pouvez être passionné, aimer cela. Il y a un besoin. C'est le marché qui décide. Ok? Sachez après vous adapter si ce que vous sortez en premier ne marche pas. Voilà. Et puis la résilience, évidemment. Hein, voilà. Moi, ça fait des années, je suis là, je gagne pas d'argent, mais je vais en gagner. Voilà. Donc la résilience, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas une baguette magique. Il y a beaucoup, surtout nos autorités vont faire croire que ouais, c'est la solution contre le chômage parce que c'est facile pour eux, ça les désengage, mais non. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Donc faut pas mettre toutes ses billes dedans. Voilà. Et un bon business plan, c'est important. Et surtout la ressource. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de chat GPT, mais attends, tu peux faire ton business plan comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de choses. Allez faire votre recherche, allez puiser, allez poser des questions, allez lire des bouquins, allez, voilà, faites tout ce que vous avez à faire. Donc, ça, c'est mon conseil pour les jeunes entrepreneurs. Et pour la population, juste, c'est simple. Même le plus pauvre du plus pauvre, il a un pouvoir. C'est son pouvoir d'achat. Donc, le 25 francs que tu mets dans ton cube, si tu ne le mets pas, ils ne seront pas là pour le vendre. C'est aussi simple. Ils sont là, ils vendent des produits nocifs parce qu'on les achète. On les achète souvent aussi parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez des alternatives, des choix, n'achetez plus. C'est votre pouvoir. Au lieu de se plaindre, il y a beaucoup de gens, ils se plaignent sur les réseaux, la France, le ceci, le cela. Oui, oui, ça on sait. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je fais ma petite part. Il y en a, ils font la politique. Il y en a, ils font des associations. Il y en a, ils font ça. Il y en a, enfin. Moi, je fais ma petite part. Mais en tant que consommateur, je sais, au lieu de me plaindre sur les réseaux, je sais que je ne vais pas acheter ça, 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 ça. C'est le pouvoir de l'argent. C'est le seul langage qu'ils connaissent. Plus que ils n'ont pas peur des politiciens ou des gens qui vont parler sur les réseaux, les panafricanistes, tout ça. Ils n'ont pas peur de ça. Ils vont toujours s'en tirer. Mais le jour où on va plus acheter leurs produits ou leurs services, ah là, ça va chauffer. Voilà. Et c'est pour ça que de l'autre côté, moi, toi, on doit avoir des alternatives et on doit se mettre au même niveau que nos concurrents, justement, pour dire à la population, voilà du produit de qualité, voilà un service de qualité, et vous avez maintenant le choix. Voilà. Et donc ça, c'est important. Notre pouvoir, c'est l'argent, même 25 francs CFA. C'est ça. Et si chacun fait sa part, on va s'en sortir. Merci beaucoup, merci pour ton temps, merci pour tout ce que Merci à toi. tu nous as partagé et j'espère qu'on se verra très très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. Teddy.